Eh bien, bonjour à toutes et tous. Moi, je suis Marie-Laure Lamy, directrice d'Aloen, l'agence locale de l'énergie et du climat de Bretagne Sud, située à Lorient. Bienvenue à notre atelier. Je vais faire un tout petit mot d'intro pour que vous vérifiez que vous êtes au bon endroit et que c'est bien à ça que vous avez envie de participer cet après-midi. À l'agence, on travaille depuis un moment avec les entreprises de notre territoire. Un moment, ça veut dire plus de 10 ans. On voit bien que d'amener les entreprises vers la sobriété, c'est un sujet assez complexe, voire très complexe. Et notamment, pour nous, il est quand même quasi impossible d'emmener une entreprise vers la sobriété sans parler de l'évolution du modèle économique. Ça fait un moment que ça nous travaille on a eu la chance à Aloen de rencontrer l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Et donc là, on a très envie de vous donner un aperçu d'échanger avec vous sur ces sujets-là. Notre but, c'est d'aider le monde économique à passer le pas de la sobriété. Moi, ça fait un moment que je cherchais et j'ai l'impression que l'EFC donne une petite lumière au bout du tunnel et c'est ça qu'on a envie de partager. On va donc parler dans cet atelier de pertinence des écosystèmes coopératifs territorialisés, écosystèmes coopératifs territorialisés et notamment d'intermédiation. Euh, Moi, j'avais trois buts quand j'ai proposé cet atelier au réseau du Clair. Le premier, c'est que le réseau ne passe pas à côté de cette notion d'économie de la fonctionnalité ou de cette trajectoire économie de la fonctionnalité et de la coopération quand on parle de coopération. Donc ça, normalement, c'est coché, c'est ce qui va se passer là. Le deuxième, c'est d'illustrer comment ça peut se passer et à quoi ça sert via l'exemple et le témoignage de Baobab, acteur de la région, et qui se présentera. Et puis, le troisième objectif, c'était aussi d'échanger avec vous sur cette notion d'intermédiation ou de garant de la coopération. Et là, de mettre en lumière ce à quoi les associations peuvent servir sur un territoire, aussi bien pour les collectivités que pour les entreprises. Alors, on a fait une méthode d'animation qui est pseudo-fishball. Alors, pseudo-fishball, c'est une évolution de la méthode fishball. Normalement, on aurait dû être 5 chaises au milieu, tourner forcément le dos à quelqu'un. On n'avait pas envie de faire ça. Donc, on a fait une évolution assez spectaculaire, c'est qu'on a mis 2 chaises rouges. Et donc, au fil du temps, on va avoir une première introduction par Thierry. On aura là déjà peut-être un petit moment de questions-réponses si on veut. Non, Non, c'est mieux que pas là, l'illustration. pas là, Pas de question. pas de questions là. Et par contre, après, exemple de Baobab, et là, à l'issue de l'exemple, si vous avez envie d'intervenir pour poser des questions, pour donner un exemple, ou rentrer en réaction avec ce qu'Emmanuel aura présenté, et ben vous pourrez vous lever, allez vous mettre sur la chaise rouge. Il y a toujours une chaise rouge de disponible pour permettre à une autre personne d'arriver. Donc, quand une autre personne arrive, le premier qui s'était assis s'en va. Ça va sur les règles du jeu? C'est mieux. Et du coup, c'est pas très sympa d'aller s'asseoir sur la deuxième chaise si l'autre n'a pas posé sa question. Voilà, on est d'accord sur la règle. Voilà, donc c'était ça pour l'introduction. Thierry Debuc, je suis membre du laboratoire Artemis, qui est un laboratoire d'intervention et de recherche qui développe l'économie de la fonctionnalité et de la coopération depuis 25 ans. Peut-être un tout petit mot d'introduction. Ça va là, avec ce volume-là, c'est bon, tout le monde entend. Un tout petit mot d'introduction pour faire le lien avec à la fois la question de la sobriété, la question de la coopération et la manière dont les choses se posent du point de vue des entreprises en lien avec leur territoire. Je pourrais dire que mon propos est terminé, j'ai fait le tour du truc, je vais rentrer un tout petit peu dans le détail, et peut-être en rappelant un premier truc, il me semble normalement assez, il ne devrait pas repartir avec du goudron et des plumes ici, parce que l'idée est assez partagée, il faut que ça change, et je ne pense pas inutile de réaffirmer les propos là, ce constat, cette perspective.
notamment parce qu'on peut tous faire le constat, et ça a été évoqué d'ailleurs par plusieurs intervenants hier, de faire le constat que cette perspective, elle est un peu bousculée. Et il me semble qu'on doit prendre au sérieux la manière ou les raisons pour lesquelles ce constat ou cette perspective est bousculée. Je pense qu'il faut se méfier d'une explication trop rapide qui serait le complotisme se développe et on a affaire à tout un tas de charlots qui refusent de voir la réalité en face. Il me semble que les choses sont plus compliquées que ça et je prendrai un exemple de ça pour l'illustrer. Je pense que l'épisode récent autour de l'histoire des ZFE raconte bien comment lorsqu'on on cloisonne les questions, on aborde strictement la question de la prévention de la pollution en centre-ville, et que du coup on produit une solution qui répond à cet enjeu-là, on crée des externalités négatives sur d'autres enjeux, et notamment les enjeux sociaux, qui produisent les effets qu'on a connus récemment. Et donc le refus ou les freins qui apparaissent à la nécessité de changer, je pense qu'on doit les prendre au sérieux, notamment à cause de cette question de on ne peut plus désarticuler les enjeux économiques, les enjeux environnementaux et les enjeux sociaux. Et tout l'enjeu est de passer dans une nouvelle dynamique qui cherche, qui vise à prendre en charge et à intégrer ces enjeux dans l'action. C'est le premier point sur lequel je voulais venir. Et donc, on peut réaffirmer quand même que les questions de dérèglement climatique, l'effondrement de la biodiversité, la dégradation de la santé humaine et notamment de la santé mentale. Je rappelle, vous savez aussi bien que moi, qu'il n'y a jamais eu autant de consommation de psychotropes. Donc, ça raconte quand même des choses sur le bonheur dans lequel on nage. Tout ça, on peut le mettre en lien comme des externalités négatives d'un modèle de production dans lequel on est. Et donc, si on s'interroge si on réaffirme qu'il faut que ça change, il faut aller un peu plus loin et s'interroger sur, d'accord, mais on change quoi et à quelles conditions c'est possible de changer. Là, normalement, incroyable. Alors, ce que l'EFC propose de partager, c'est que c'est illusoire de changer, de penser changer, tant qu'on conserve un modèle de développement économique qui s'appuie sur l'augmentation des volumes. Tant qu'on reste sur un modèle de développement qui cherche à augmenter les volumes de produits, de services, on tombe immanquablement sur des leviers de productivité qui nous amènent immanquablement à piocher dans les ressources naturelles, humaines, etc. Je prends un exemple de ça. Ça permet de montrer comment l'économie circulaire a aussi des limites. Vous savez que dans le monde, on recycle à peu près 80% de l'acier qui est jeté. C'est énorme. 80% de l'acier jeté recyclé. Et ces 80% d'acier jeté recyclé, ça représente seulement un tiers de la consommation d'acier annuelle dans le monde. Ça veut dire que les besoins d'acier continuent à augmenter tellement vite que même si on était en capacité de recycler la totalité de l'acier qui est jeté par an, on serait très loin de répondre aux besoins de ce modèle qui ne peut exister que dans la croissance des volumes. Donc, si on parle de changement, de notre point de vue, on parle d'abord, je dis comme ça, d'un changement de dynamique économique et on doit penser des formes de développement. Vous voyez que je ne vous propose pas un choix entre croissance et décroissance. Je vous propose de penser la question du développement autrement. Enfin, l'EFC vous propose de penser la question du développement autrement. Et là, l'idée, c'est sortons de cette logique d'un développement qui ne s'appuie que sur la croissance des volumes. Et alors là, normalement, vous devriez me dire, d'accord, mais quand on n'avait dit pas de question, donc vous ne dites rien, mais quand même, je l'entends. D'accord, mais et alors, on fait comment? Le pari que propose l'EFC, c'est de passer d'un développement qui s'appuie sur les volumes à un développement qui s'appuie sur l'augmentation de la performance d'usage de ce qu'on produit, de ce qu'on fait. Je vais l'expliquer un tout petit peu en prenant un exemple avec le réseau Coca.
Ça vous parle, le réseau Cocagne, pour tout le monde, ou il faut que je vous donne deux, trois explications? Deux, trois explications. Donc, le réseau Cocagne est un réseau de jardins de Cocagne, c'est des structures d'insertion par l'activité économique, donc qui accompagnent des personnes qui sont en parcours de retrouver un équilibre professionnel, d'emploi, et puis souvent sur d'autres registres aussi, de santé, de logement, de mobilité, à travers une activité qui est la production de maraîchage bio. Alors, vous voyez, la question de l'intégration, elle se joue déjà là, c'est-à-dire en même temps que je produis des légumes bio, donc je produis des légumes, je me débrouille pour qu'ils soient bio, donc je fais un pari que ça prend en plus en charge un enjeu de santé des mangeurs, et puis je le fais avec des gens qui sont dans un parcours d'insertion sociale et professionnelle, et donc à travers la production de légumes, je prends en charge un troisième enjeu qui est l'accompagnement de ces personnes. Et quand je dis que l'enjeu, c'est aussi une progression de la performance d'usage, ça va passer par le développement d'une attention aux effets inattendus, positifs et négatifs de ce qu'on fait. Je continue à être sur mon exemple de jardin. Par exemple, on s'installe à un endroit, un jardin s'installe à un endroit qui est plutôt au départ un endroit pas très bien considéré par les citoyens, plutôt un endroit de décharge, un endroit où il fait pas très bon traîner le soir. Et la commune met à disposition du jardin de Cocagne, de l'association, ce foncier pour développer une zone de maraîchage. Les gens se mettent au travail, ils mettent en culture cette zone, et on constate que progressivement, cette zone devient un endroit de promenade des riverains. Les gens, ils viennent voir ce qui se passe. Là, on s'aperçoit d'une externalité positive. Donc, ce n'est pas un effet qu'on recherchait, mais on constate que la présence et la production à cet endroit, ça produit cet effet-là. Et on réfléchit alors à l'intégration de cette externalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on commence à discuter, par exemple, avec la mairie, ou avec les écoles du coin, ou avec d'autres acteurs, et on organise le jardin et la production pour en faire en plus une zone de sensibilisation, d'information sur comment pousse un légume, qu'est-ce que c'est que l'agriculture bio, qu'est-ce que c'est que les rotations des sols, etc. Donc on potentialise la valeur de la production des légumes en prenant en charge un nouvel enjeu. Ça va? Très bien. Là, on est dans l'économie de la fonctionnalité. Donc c'est ça l'économie de la fonctionnalité, c'est d'essayer de prendre en charge plusieurs fonctions à travers une action. J'ai une dernière diapo qui porte sur les conditions de la mise en œuvre de ça. Vous voyez venir assez vite que la manière de penser le travail et son organisation. Je vous remercie, mesdames. On est désolé, mais on avait noté 14h30. Ne soyez pas désolés, parce que d'abord, c'était bien noté 14h30. Voilà, donc on a pris acte de cette journée. Et ensuite, vous arrivez pile au bon moment pour illustrer ce que je veux dire. Hein? Donc, l'exemple, c'est bien. Quand on organise le travail et qu'on le met en œuvre, on peut tous constater, et on en a la preuve vivante là, que ça ne se passe jamais exactement comme on l'avait prévu. Ok. Et plus on essaye de prendre en charge des enjeux diversifiés dans une action, plus les écarts entre ce qu'on avait prévu et ce qui se passe augmentent, et plus on va devoir conférer aux personnes qui font la responsabilité de repérer ces écarts, d'en comprendre la nature et d'en faire quelque chose. Et ça change complètement la façon de penser le travail et son organisation, et notamment ça pose des questions de management complètement nouvelles qui sont plus uniquement comment je suis précis dans le prescrit que je donne aux personnes et comment je suis précis dans le contrôle de l'exécution de ce prescrit, mais plutôt comment je deviens un soutien dans la capacité des personnes à prendre en charge durablement les écarts auxquels ils vont être confrontés et les arbitrages qu'il va falloir faire. Parce que ce n'est pas toujours si facile que ça, et c'est même rarement le cas, de tenir l'ensemble de ces enjeux. Donc, dans une situation, je vais devoir arbitrer entre je suis en capacité de livrer les paniers de légumes que j'ai promis aux mangeurs, et à ce moment-là, je ne suis pas en capacité à cet instant-là
d'avoir toute l'attention nécessaire à un salarié en parcours qui est en difficulté. Et je vais devoir choisir entre livrer les paniers ou stopper, être en retard dans la livraison parce qu'il faut que je prenne le temps de discuter avec la personne qui va mal. Vous voyez que tout ça, ce n'est pas réglé d'avance, ça suppose un engagement des personnes, ça suppose un développement des connaissances et des compétences des personnes sur des registres nouveaux, et ça appelle un travail sur le travail et son organisation absolument fondamental et extrêmement important dans nos efforts. Dernier point, la prise en charge de ces écarts ne relève jamais d'un seul individu et on va avoir besoin de développer la coopération, c'est-à-dire la prise en charge partagée dans l'action, j'insiste sur ce terme, dans l'action. Si ce n'est pas dans l'action, on est dans le registre de la coordination. On s'accorde avant, sur toi tu feras ça, toi tu feras ça, toi tu t'occuperas de ça, et à ce moment-là j'interviendrai. Ça c'est de la coordination, ce n'est pas de la coopération de notre niveau. La coopération, c'est les deux dames arrivent, je prends en charge l'écart qu'elles représentent et j'essaye d'en faire quelque chose. Je vous remercie de plus. Donner de la valeur à ce que On est à votre disposition. Merci. C'est ça, maintenant de quelque chose. Merci. Bon, je réglerai la facture au moment. Ça se développe. Cette question de la coopération, elle se développe à l'intérieur de la structure. Et de plus en plus, si on cherche à prendre en charge des enjeux sur les grandes fonctionnalités de la vie, les questions d'énergie, les questions d'alimentation, les questions de mobilité, tous les sujets qui ont traversé les 2 jours qu'on vient de passer ensemble, en réalité, cette question de la coopération, elle se développe à l'échelle d'un territoire et entre des acteurs qui portent des enjeux différents. C'est l'ambition des écosystèmes coopératifs territorialisés. Et je vais passer la parole à Emmanuel qui va l'illustrer. Donc, je vais vous parler du Baobab. Baobab, c'est une association qui est située à Saint-Nazaire, qu'on présente sous un nom assez court, un pôle de coopération qui s'intéresse aux questions de transition économique et de coopération territoriale. Baobab, c'est né d'une poignée de citoyens, habitants de Saint-Nazaire et du coin, qui partagent la préoccupation de ces histoires écologiques, enfin des enjeux écologiques et sociaux, mais ces personnes ont l'intuition que la question économique est assez centrale. Pour autant, on n'est pas économiste et en chemin, on a compris, et grâce à Athémis, parce que très vite, Athémis est arrivé dès le début de l'histoire des Baobab, qu'en effet, il peut y avoir de transition écologique et sociale que s'il y a transition économique. Pour le dire, à l'époque, on était incapable de formuler ça. Mais aujourd'hui, on le dit, c'est-à-dire qu'on pense qu'effectivement, le levier économique, il est fondamental. Bref. Donc, Baobab, une association qui s'adresse à l'ensemble des acteurs économiques du bassin de vie de Saint-Nazaire, les entreprises, les associations, les collectivités, les porteurs de projets, etc. Avec comme manière d'agir cette fameuse histoire de transition économique et de coopération. Aujourd'hui, on fait de la sensibilisation, on s'adresse à l'ensemble de ces personnes-là, les sensibiliser aux limites et aux impasses du modèle économique dominant. Donc là, Thierry nous en a dit déjà pas mal de trucs. Là. On forme aussi, Thierry vient aussi délivrer une formation sur le référentiel de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, qui est vraiment pour nous très au cœur de ce qu'on fait. Et puis on accompagne. On accompagne des collectifs d'acteurs à se développer dans une autre forme que, on va dire, l'entrepreneuriat classique. Si la manière d'entreprendre classique est à l'origine des problèmes qu'on cherche à résoudre, alors quelle peut être une autre manière d'entreprendre au sens très large, au sens d'un territoire, prendre en charge tout un tas de choses. Alors qu'est-ce que ça veut dire entreprendre pour prendre en charge justement ces enjeux écologiques et sociaux? Et donc notre association, elle est là pour accompagner vers le développement de ce qu'on appelle des écosystèmes coopératifs territorialisés. Pour être concret, je vais vous raconter une histoire qu'on vit à Saint-Nazaire depuis un peu plus de 2 ans maintenant, qui explique comment les choses peuvent s'engager. Cette histoire, elle commence ici, hein, à cet endroit-là, il y a plus de 2 ans, donc. Ça se passe dans une entreprise de nettoyage, de propreté, une entreprise de conciergerie de Saint-Nazaire qui s'appelle Groupe Facility,
une entreprise qui est gérée par Vincent et Laurent, qui un jour demande à une de leurs salariés, mais si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu aimerais voir apparaître? Et cette femme, cette femme répond, bah, ce serait chouette qu'on ait notre propre produit de nettoyage, un produit de nettoyage écologique. Alors Vincent et Laurent ils se disent, ouais, effectivement c'est sympa comme idée, mais le problème c'est que bah, on n'est pas chimiste, on ne sait pas faire ça, nous on sait nettoyer. Mais ceci étant, cette idée elle est restée en tête de Laurent et de Vincent. Et puis quelques temps plus tard, ils découvrent qu'il est possible de faire un produit de nettoyage très simplement, à base de résidus d'agrumes, de vinaigre blanc et d'eau. Ils font des essais dans leur cuisine et ils se rendent compte que bah, ça marche, quoi. Bon, pour autant, ils sont toujours pas chimistes, ils savent toujours pas fabriquer de produits de nettoyage. Alors, on se rencontre un peu plus tard et ils nous parlent de cette idée-là, de produits de nettoyage écologiques, de résidus d'agrumes. Eux, ça leur parle bien parce que c'est une chouette entreprise avec des belles valeurs qu'ils incarnent sincèrement, du mieux qu'ils peuvent en tout cas. Et puis, bah, cette idée de valoriser des déchets d'agrumes, ça leur plaît bien, quoi. Et si, effectivement, on allait dans cette voie-là. Il y a des enjeux de réduction de déchets, de valorisation de déchets, des enjeux de formulation de produits chimiques, bon, de fabrication de produits de nettoyage. On part, nous, Baobab, on repart avec ça, et puis on commence à passer quelques coups de fil. Quelques coups de fil à des acteurs du territoire, des assos, des entreprises, d'autres entreprises qui potentiellement peuvent rejoindre ces enjeux. Qui sur le territoire est susceptible de valoriser des déchets, du moins, ou de les collecter, des biodéchets? Qui sur le territoire est susceptible de savoir formuler un produit de nettoyage? Qui sur le territoire est capable de... Bref, vous avez compris? Et puis, ben, à force de coups de fil, en juin 2023, on se met tous autour d'une même table. Ces personnes-là ne se sont jamais vues. Elles se retrouvent autour d'une même table et Vincent, on voit sur une des photos là, explique cette idée de produit de nettoyage, explique son entreprise, ce que ça pourrait représenter pour lui, etc. Bon. Parmi les gens qui sont autour de la table, il y a un lycée professionnel qui enseigne le métier de la chimie à des élèves. Il y a une entreprise qui fait des cosmétiques bio et locaux et qui permet en plus à des adultes autistes de travailler. Bon, à la fin de la journée, ces quelques personnes, du moins celles que je viens de citer en particulier, se disent « Ok, ce serait peut-être intéressant qu'on aille un peu plus loin, qu'on fasse le pas suivant ensemble. » Alors on se revoit. On commence à travailler. Alors, derrière moi, il y a Thierry qui est toujours là à me rappeler comment on peut faire. Voilà, mais j'accompagne ce collectif avec l'idée bah, voilà, de bien comprendre comment on peut faire. Comment les enjeux d'inclusion de cette entreprise qui fait des cosmétiques bio et locaux peuvent rejoindre les enjeux de celui qui collecte les biodéchets, qui peuvent rejoindre les enjeux des enseignants qui enseignent les métiers de la chimie, etc. Comment tout ça, ça se tient? Bon, on comprend que ça peut se tenir et on avance. Puis il y a des trucs forcément sur lesquels on bute. Il y a des trucs qu'on ne sait pas régler. Et notamment, c'est bien joli d'imaginer un produit de nettoyage à base de résidus d'agrumes et de vinaigre blanc et d'eau. Voilà. Encore faut-il trouver des mangeurs d'agrumes à Saint-Nazaire. Alors on en trouve. En fait, avec Vincent, on va frapper à la porte de quelques hôtels de Saint-Nazaire qui pressent des oranges au petit déjeuner. Et puis on rencontre des dirigeants de ces hôtels sensibles à notre démarche. Et puis il se dit, bah ouais, ce serait intéressant, on a envie de participer, très bien. Puis, mais on comprend que les oranges qui sont pressées au petit déjeuner ne sont pas bio. Et pour nous, c'est un problème parce que embarquer des pesticides qui sont contenus dans l'écorce des oranges pour faire un produit de nettoyage, c'est un problème. Alors on se dit, et si nous, je sais pas qui, je sais pas comment, mais si nous, on s'arrangeait pour vous approvisionner en oranges bio? On se retourne vers une épicerie associative de Saint-Nazaire qui s'approvisionne en agrumes auprès d'une petite coopérative espagnole, andalouse, qui fait des choses très bien. Ils se sont déplacés là-bas, ils sont allés voir comment ça se passait en termes de préservation de la biodiversité dans le sol, de la ressource en eau. Et on s'est dit qu'à travers eux, on était en mesure de s'approvisionner en oranges, de les distribuer auprès des hôtels. Et puis, une fois que les oranges sont pressées, on récupère les pots d'oranges. Et en gros, petit à petit, les choses commencent à se raconter dans nos têtes. Et on se rend compte que peut-être que c'est possible ce qu'on est en train d'imaginer. Et puis, en fait, on se met au travail, on y va, on approvisionne des oranges. Un des hôtels joue le jeu, explique à ses clients lors du petit déjeuner, voilà, ce matin, le jus d'orange que vous buvez, il va faire ça, on raconte une petite histoire.
Et en fait, la petite histoire, on a commencé à la dessiner comme ça. On a notre producteur espagnol qui est là, qui apporte des oranges à cette épicerie associative. 350 bénévoles qui gèrent leur épicerie. Ces oranges, on imagine, voilà, on les emmène auprès de l'hôtel ici, qui presse des oranges. Ça permet aux clients finalement de manger des oranges, de boire un jus d'orange bio, alors qu'avant ce n'était pas le cas. De comprendre que, ah ouais, en fait, l'hôtel, il est partenaire d'une démarche locale là, qui est intéressante. Ok. On récupère les écorces d'orange, on fait sécher les écorces d'orange et on les broie pour obtenir une poudre. Et cette poudre, on l'envoie chez l'entreprise qui fait des cosmétiques bio et locaux, qui fait aussi de l'inclusion, hein, vous vous rappelez, des adultes autistes, voilà. Et donc, il va pouvoir diversifier ses activités en développant ce produit de nettoyage, en s'approvisionnant en vinaigre blanc, bien sûr, puis en développant ce produit de nettoyage quand même sur la base des formulations développées par les élèves du lycée Inlex, le lycée professionnel. Et puis, on obtient un produit de nettoyage, puis ce produit de nettoyage, on les met à disposition. L'idée, c'est de le mettre à disposition de ceux qui en ont envie, notamment de l'entreprise là où est née l'idée, cette salariée qui a imaginé ce truc-là. Et bon, voilà. Et puis, pour la blague et pour boucler le truc, on se dit, tiens, l'entreprise de nettoyage va pouvoir nettoyer les hôtels avec le produit là où vont être pressés les oranges. Bon. À ce stade-là, on voit que c'est dans une logique d'économie circulaire. On comprend que ouais, c'est assez intéressant. Ok. Alors, juste un truc avant encore de continuer ma petite histoire. En fait, les élèves du lycée professionnel, quand ils travaillent sur leur formulation, ils ont besoin donc de faire sécher les oranges pour ensuite broyer tout ça, enfin sécher les peaux d'orange pour les broyer, obtenir une poudre. Seulement, on se rend compte que faire sécher les peaux d'orange avec les machines qui utilisent des hydrateurs, c'est très consommateur d'énergie. Alors on se dit, on va se débrouiller pour faire sécher les peaux d'orange sans dépenser d'énergie. Alors on se retourne vers un jeune entrepreneur de Saint-Nazaire qui se lance dans les low-tech et qui lui nous dit ouais, il y a des solutions low-tech, on va pouvoir sécher les oranges avec un séchoir solaire. Ok. Seulement les oranges ça pousse entre le mois d'octobre et le mois de mai et le soleil à Saint-Nazaire sur cette période-là, c'est pas ce qui domine. Et du coup on se pose un peu plus la tête et on se dit mais en fait peut-être qu'on pourrait faire sécher les peaux d'orange sur la base d'une chaleur résiduelle quelque part. Les boulangers, en fait, quand ils terminent leur journée de travail, entre le soir, ou le matin d'ailleurs, quand ils éteignent leur four et qu'ils se remettent au travail le lendemain, en fait, la chaleur est toujours là, quoi. Il y a de la chaleur résiduelle. Alors, notre jeune entrepreneur se rapproche de son boulanger. Il va lui expliquer, est-ce que tu peux avoir un peu de chaleur à me prêter pour que je puisse faire sécher mes peaux d'orange. Je raconte ça parce que, en fait, dans cette logique-là qu'on développe, en fait, on comprend au fur et à mesure qu'on avance ce qu'on va pouvoir faire ensemble. On comprend qu'on a besoin d'un boulanger à un moment donné, oui, mais si on veut qu'il rejoigne cette dynamique, on a besoin de s'intéresser à ses besoins à lui. Comment est-ce que nous, notre dynamique, elle peut lui rendre service? Puisqu'on a besoin de lui, comment est-ce qu'on peut se rejoindre et justement faire en sorte qu'il soit là demain et après-demain, etc. Qu'il lui trouve un intérêt. Ce que raconte ce schéma à ce stade aussi, c'est que, en fait, on est dans un fonctionnement où la logique de relation client-fournisseur, ça ne tient pas du tout. On n'est pas là pour savoir qui va presser, pardon, je veux dire presser le citron, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, qui va mettre la pression à l'autre sur son prix, etc. Non, en fait, on a besoin surtout de se soucier de ce qui se passe chez les uns et chez les autres, parce que s'il n'est pas là demain, ce sera plus compliqué. Ça va risque de remettre en cause le travail qu'on a développé. Donc notre façon d'entreprendre vise à chercher à prendre soin des uns et des autres. Et on aura intérêt à mutualiser nos moyens matériels, mais aussi des ressources plus immatérielles, les réseaux, les connaissances de chacun, etc. Parce que finalement, on est embarqué là dans cette aventure comme une sorte de destin commun qu'on a ensemble. Voilà. Pour dire un dernier truc là-dessus, pour l'instant, on n'a pas vu ce que ça produisait exactement. Mais en fait,
Notre façon d'entreprendre, elle permet ici à cette association-là, épicerie associative, de renforcer sa visée à elle que de soutenir une agriculture durable et une alimentation plus saine. Ça permet au sein des hôtels, fait encore aussi de valoriser une alimentation plus saine, une agriculture durable. Ça lui permet également de valoriser ses déchets, d'inscrire son établissement hôtelier dans une logique d'économie circulaire. Ça fait valeur pour cet établissement. Ça vise à renforcer l'entrepreneuriat à vélo. L'idée, c'est bien de collecter dans ce mode-là. Ici, ça permet de témoigner de la pertinence des technologies low-tech, voir que les technologies low-tech, en fait, intègrent des procédés professionnels. En fait, c'est ce qu'on est en train de développer. Donc, ça produit des économies de ressources et d'énergie. À cet endroit-là, ça vient renforcer la mission d'inclusion de cette entreprise en développant une nouvelle activité. Ici, dans le lycée professionnel, en fait, ça raconte un truc assez important, semble-t-il, pour les enseignants, de pouvoir raconter à leurs élèves que la chimie, ça peut avoir un impact positif aussi. Et selon eux, ouais, c'est plutôt, étant donné le contexte, c'est pas mal de pouvoir le raconter aux élèves. Autrement dit, dans cette façon d'entreprendre, aucun de nous ne pourra tenir seul l'ensemble de ces enjeux. Et on voit par contre qu'à plusieurs, on peut le faire. Cette image-là, elle n'est pas représentative de ce qui se vit actuellement. Aujourd'hui, le projet, il a évolué. On va dire, ça a plus d'un an facile. Les choses ont évolué. Il y a certains acteurs qui sont partis, d'autres qui sont arrivés. Il y a une entreprise à but d'emploi qui s'apprête à accueillir une installation low-tech pour produire le produit de nettoyage, toujours à base de nos résidus d'agrumes. On a des cantines scolaires qui sont en train de se rapprocher du dispositif pour que les enfants, quand ils mangent des oranges, mettent les peaux d'orange de côté. Puis on leur explique aussi que la cantine, elle sera nettoyée avec un produit qui sera fait à base de ces écorces-là, d'orange. J'en passe. Juste une dernière chose, ce qu'on est en train de penser en ce moment, c'est la manière de bénéficier de ce produit de nettoyage. On pourrait vendre des litres de produits de nettoyage. Mais comme nous l'a expliqué Thierry en introduction, si on fait ça, on se confronte au prix facial, c'est-à-dire des produits de nettoyage écologique. Il y en a plein les rayons. C'est pas ça qui va nous permettre de... Par contre, on a envie de se rapprocher de l'ensemble des clients de cette entreprise-là et d'autres pour leur raconter qu'en fait, ils peuvent adhérer à ce dispositif. En adhérant à ce dispositif, vous pouvez d'ailleurs apporter vos écorces d'orange, vous pourrez aussi soutenir l'ensemble de ces enjeux-là. Adhérer à ce dispositif, c'est pas juste bénéficier d'un produit de nettoyage. C'est participer à un projet de territoire vertueux qui tente à le devenir de plus en plus. Et donc, la proposition d'adhérer à ce dispositif n'a aucun lien avec un prix au litre. Vous voyez l'idée? Voilà. Je ne sais plus ce que j'ai derrière, mais en gros, c'est ce que je voulais partager. C'est tout. Ça, c'est une façon, de notre point de vue, d'entreprendre à l'échelle d'un territoire, avec des acteurs du territoire, public-privé, qui permet de mutualiser des budgets publics et des budgets privés. Je crois que c'est un sujet. Et puis, finalement, d'inventer d'autres manières d'entreprendre, de faire ensemble aussi, de rencontrer des gens qui, au départ, je l'ai dit, ils ne se connaissaient pas, ils n'avaient rien à faire ensemble, sur le papier en tout cas, il n'y avait rien à faire ensemble. Baobab, ça sert à accompagner ce type de dynamique à l'échelle du bassin de vie de Saint-Nazaire. Voilà. C'est OK pour vous? Ouais. Comment on se découpe le temps? Donc là, ça va être à vous de vous dire, tiens, j'irais bien dire un truc, j'irais bien poser une question en allant sur une des deux chaises. C'est parfait. Combien? Carrément. Ma question, c'est, en parlant d'acteurs du territoire, est-ce que les collectivités du coin ont sont rentrées dans la danse? Pas tout à fait. C'est-à-dire que les cantines scolaires d'une commune qui est juste à côté de Saint-Nazaire donc cuisine elle-même déjà, et qui donc serait, elle, on est en train de prévoir l'expérimentation pendant plusieurs mois à partir de début 2026 là. Voilà. Et donc ça fera une collectivité qui rentre dans la dynamique, quoi. Ok. Et même en tant que, vous avez parlé d'adhésion à la dynamique justement. Ouais.
Ça, sans, c'est ouais. sans parler d'apport financier, mais rentrer vraiment dans le cercle, autre que vraiment dans la boucle de l'orange, etc. Mais en étant aussi peut-être consommateur du produit et je sais pas. Est-ce que là pour l'instant on va. Non. Non. Il y a un truc, c'est pas un choix méthodologique. Ouais. C'est qu'il n'y a pas eu l'opportunité de cette entrée-là. Ce que je veux dire par là, pour qu'il n'y ait pas de confusion, c'est qu'il n'y a pas de rejet des collectivités locales dans la construction de ce projet. Simplement, c'est pour ça qu'on parle d'écosystème territorialisé. Peut-être qu'il faut préciser ce qu'on entend par territoire. Pour nous, le territoire, ce n'est pas le périmètre administratif. C'est un territoire de projet, d'action. Donc, c'est les gens qui rentrent, les structures, les institutions qui rentrent dans le projet parce qu'elles y trouvent un intérêt, parce qu'elles souhaitent le soutenir, qui changent le périmètre du territoire, de notre point de vue. Oui, bien sûr. Non, mais justement, là, on voit des intérêts pour la collectivité là-dedans. L'agriculture durable, l'emploi, l'inclusion. Et donc, les collectivités ont intérêt à ce que ça vive, que ça soit plus fort, quoi, plus résilient en tout cas. Merci. Du coup, moi j'avais une question. Alors j'ai bien compris qu'on ne parle pas du prix facial du produit fini, mais du coup je m'interrogeais sur les relations justement entre tous les intermédiaires, parce qu'à un moment donné, il y a quand même un peu d'énergie, il y a un peu de déplacement, il y a un peu de transformation. Est-ce que cette boucle qui est très inspirante, elle a permis aussi de réfléchir à une économie alternative? Parce qu'il y a des... On a l'impression que ça fait un circuit, mais j'ai l'impression qu'il y a effectivement aussi des retours, des échanges. Est-ce que du coup ça a été un support potentiel à d'autres formes d'échanges que par la monnaie sonnante trébuchante, du troc, d'échange de services ou est-ce que malgré tout il y a un flux financier dans tout ça? Tu veux répondre? Non, vas-y. En fait, des flux financiers, quand on dessine justement, quand on s'arrête point par point de qui va faire quoi, etc., on se rend compte que ça va faire des transactions dans tous les sens. Voilà, dans tous les sens. Ça nécessite aussi de comprendre que peut-être qu'à un endroit, il y en a un qui va faire des économies. Par exemple, l'hôtel, le fait qu'il ne mette pas ses biodéchets en traitement, mais qu'il nous les confie, il a l'économie du traitement de déchets. La question qu'on discute ensemble, c'est est-ce que cette économie, il la met dans sa poche ou est-ce qu'on la met sur la table et on regarde ce qu'on peut faire ensemble, ce qu'on peut tenir ensemble, puisqu'il y trouve son compte, on regarde de ce que ça raconte pour lui. Donc, le modèle financier, parce qu'on on parle plutôt du modèle financier, il s'écrit difficilement à l'avance, mais on comprend et on l'affine au fur et à mesure que les choses se précisent, quoi. J'avais une autre idée, mais je l'ai oubliée. Tu voulais peut-être réagir? Ouais, pendant que tu la cherches, j'ai oublié un truc. Là, on voit se dessiner des conditions. On affine la question des conditions de la coopération. On voit bien qu'il faut qu'il y ait un projet partagé qu'aucun des acteurs n'est capable de mener seul. Il n'y a aucune raison de coopérer si j'arrive à faire le truc tout seul. Je peux m'emmerder à prendre en charge les contraintes de quelqu'un d'autre si je suis capable de faire le truc tout seul. Donc la coopération n'est pas une fin en soi. C'est ça un point très important. On ne coopère pas pour coopérer, on coopère parce que c'est un passage obligé pour tenir l'ensemble des enjeux de ce projet. Donc ça fait une première condition qu'on peut voir apparaître là. La deuxième condition, c'est la question de la complémentarité des compétences. S'il n'y avait que des hôteliers autour de la table ou que l'entreprise de nettoyage, on a tous les mêmes compétences, on fait les mêmes choses. Il n'y a pas de coopération possible entre nous. On cherche des complémentarités dans ce qu'on sait faire. La deuxième. Et la troisième, elle est en lien avec ta question. Et jusqu'à présent, je ne l'ai pas entendu beaucoup évoquer dans ce qu'on a entendu dans la journée. C'est les questions financières. Emmanuel a raison de dire ça ne commence pas par ça. Parce qu'en fait, on n'est pas foutu au départ de dire ça coûte combien, il faut mettre combien de sous. On découvre les trucs au fur et à mesure qu'on avance. Mais par contre, on a besoin de développer une vigilance aux enjeux financiers des différents acteurs, parce qu'autrement, la coopération ne repose que sur un engagement idéologique, moral. Ça va tenir ce que ça va tenir, et pas longtemps. Pas longtemps. Donc la question financière, elle doit être absolument abordée, et elle n'est pas si simple que ça,
Parce que justement, l'enjeu, c'est de ne pas recréer une chaîne de valeur avec des rapports de force entre les uns et les autres. Donc, notre hôtelier, à un moment, il peut se dire, ah bah tiens, peut-être que les oranges bio, je peux les trouver moins chères qu'à la COP du coin. Et je vais mettre en concurrence des fournisseurs. Si on tombe là-dessus, on est cuit. Le modèle va s'effondrer. Donc on a besoin de s'accorder sur la valeur générée par le processus. Parce que si l'hôtelier fait ça, il perd une partie de la valeur qui est générée là. C'est ça qu'on cherche à faire. Et ensuite, on peut s'accorder sur la dépense acceptable avec des flux qui vont aller dans les deux sens. C'est-à-dire là, en réalité, Emmanuel ne l'a pas dit, mais il se trouve qu'en passant par là, l'hôtel achète ses oranges moins chères que par le circuit classique du groupe auquel il appartient. Donc en fait, il gagne sur deux tableaux financiers. Il gagne sur le prix d'achat des oranges et il gagne sur le prix de traitement des déchets. Il faut qu'on discute de qu'est-ce qu'il fait de cet argent-là, parce que par ailleurs, il y en a qui perdent dans la boucle là. Donc comment on construit des flux financiers qui permettent à chacun de tenir durablement dans ce bazar? Ça change complètement la façon de penser le modèle d'affaires entre les uns et les autres. Ce point est extrêmement important. Et je termine sur les conditions. C'est ce qui s'est passé tout à l'heure. C'est que là, on s'organise pour faire les choses. Donc on se coordonne. Tu m'achètes mes oranges, je vais les stocker. Machin, avec son vélo, il va venir les chercher, il les apporte au boulanger. Tout ça, c'est sur le papier. Puis dans le réel, il va se passer plein de trucs qui vont venir perturber ça. Si on n'a pas d'espace où on peut venir raconter et comprendre ce qui s'est passé dans le réel de l'activité, on flingue toute possibilité de coopération. Parce qu'au bout d'un moment, j'en ai ras-le-bol de ramasser que des oranges pourries. Le boulanger, il veut plus parce que ça pue, parce qu'il y en a partout, parce que l'autre, il n'est pas venu chercher ses oranges desséchées. Et moi, j'en ai plein mon four et j'ai ma fournée à faire. Ça s'arrête très, très vite. Donc, on a besoin de développer des espaces où on peut se parler du travail pour comprendre, d'abord pour reconnaître les efforts que ça demande à chacun, pour comprendre les problèmes que ça pose, et puis ça nous permet de repérer les externalités que j'évoquais tout à l'heure. Ah, mais j'ai rencontré machin, il est intéressé par le projet, et en fait, il pourrait aussi concourir en faisant tel et tel truc. Et ça, c'est les gens qui font ces rencontres-là, qui font ces repérages-là. Ces espaces, ils servent aussi à ça, à favoriser l'innovation. Voilà, 4 conditions de la coopération. Il n'y a pas de chaise, j'en profite. Mais du coup, cette 4e condition, justement, elle repose sur un contrat moral ou cette valeur ajoutée du fait que ce soit effectivement de la coopération et que, comme tu dis, il y a certains ils gagnent, certains, bon, il n'y en a pas qui perdent sur tous les tableaux, il y a toujours. Faut pas. Donc, mais la garantie de cette valeur, c'est déjà de la raconter, de la faire connaître, d'avoir des espaces de discussion pour s'assurer de la relation et la coopération. Et ça prend forme comment? Est-ce que c'est juste un contrat moral entre les protagonistes qui se sont rencontrés une fois? Est-ce que c'est le rôle de Baobab de temps en temps revenir là-dedans? Et puis la question subsidiaire, c'est comment Baobab pourra, si à chaque fois qu'il accompagne, il doit maintenir le feu sous la marmite de chaque projet, est-ce que ça s'organise Eh ben, sur ce dernier point, On va passer parmi vous. alors, effectivement, il n'y a pas de business plan, ce truc-là, il n'y a pas de planning, il n'y a pas d'indicateur de performance au sens classique. Donc, embarquer des acteurs qui, eux, notamment des chefs d'entreprise, hein, qui sont plutôt formatés au business plan, au planning, etc. C'est les accompagner à faire un pas de côté, quoi. C'est-à-dire, viens, on va faire un truc, on ne sait pas trop ce que ça va donner, tu vas voir, mais ouais. Bon, c'est un peu délicat. Alors, notre rôle, on s'implique en tant que partie prenante. D'ailleurs, je me suis représenté là. Baobab, il est là. Alors Thierry, il est dedans là. Enfin, il est juste derrière. Artemis est là. Non, mais c'est important en fait parce que comment dire, on est partie prenante, même dans l'idée que cet écosystème qui va générer du résultat,
eh bien, au même titre que les autres, on espère, en tout cas, bénéficier d'une part du résultat. Aujourd'hui, Baobab accompagne 4 écosystèmes coopératifs sur des sujets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Mais l'idée, c'est bien ça, quoi. On est partie prenante, comme voilà, on n'est pas dans une posture de consultant qui vient dire vous devriez faire ci, faire ça, et on repart. Non, on est, voilà, et on se voit tous les 15 jours, 1 heure et demie avec l'ensemble de ces personnes-là, et on avance comme ça, depuis plus de 2 ans. Hein. Okay, et notre rôle, en fait, si on doit le résumer, c'est de s'assurer, au titre de ce que vient de définir Thierry sur la coopération, c'est d'être garant de cette coopération. S'assurer que les ingrédients sont bien là. Et le deuxième point, c'est d'être aussi dans un rôle d'intégrateur. On a parlé d'un boulanger. Bon, en fait, les choses ne sont pas passées comme ça. Enfin, bref, ça sera trop long pour raconter ça. Mais bref, admettons qu'il soit arrivé, ce fameux boulanger, comme on a commencé à travailler avec lui, mais après la formulation a bougé. Donc, bref. Eh bien, mon rôle à moi, c'est de me préoccuper au titre du collectif mais c'est quoi son besoin à lui, comment effectivement on peut lui rendre service, comment on intègre ses enjeux à lui, et comment, parce que lui aussi va nous rendre service, et enfin voilà. Donc ça va être un peu de manier ces 2 rôles-là, garant de la coopération, intégrateur. Thierry, t'en parleras sans doute mieux que moi encore. Voilà, je ne sais pas si ça répond pleinement à la question. Juste un mot sur la question morale. Est-ce que ça reste d'ordre moral ou pas? Y a un truc qui caractérise ce projet comme en fait, c'est une caractéristique commune à l'ensemble des projets. Ça génère de la joie. Les gens, ils passent 1 heure et demie tous les 15 jours à discuter du truc. C'est énorme. Énorme. Alors, on est tous en train de dire, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Et là, ils dégagent ce temps-là. Et entre nous, on n'a toujours pas produit une bouteille de produit. C'est pas ça, Thierry, bien sûr que c'est pas. Envoyer des bouteilles de lait, là. Ça vient. Ne vous précipitez pas. On ne peut pas vous en distribuer là. Donc, quand même, ça veut dire que ces gens-là, ils acceptent de dépenser ce temps-là alors qu'ils n'ont toujours pas la concrétisation du produit. Donc, ça veut dire qu'ils viennent pour autre chose que le produit d'entretien. C'est certain. Donc, dans un premier temps, on compte sur cette dynamique, sur cette joie, sur cette énergie que ça génère et qui entraîne le truc. Attention, warning, ça va bien quand ça va bien. Mais forcément qu'on va rencontrer des écueils, il va y avoir des malentendus, des incompréhensions, des machins. Et à un moment, on a besoin de conventionner. Donc ça ne peut pas être que d'ordre moral. On écrit, parce que le fait de l'écrire, ça permet de vérifier qu'il n'y a pas de malentendu, justement. On est bien d'accord que ce n'est pas un produit de nettoyage qu'on cherche à faire. On cherche à développer une dynamique économique sur le territoire qui passe par un produit de nettoyage, mais ce n'est pas le produit de nettoyage qu'on cherche à faire. D'accord, ça, ok. Et après, on peut décrire, c'est quoi les engagements des uns et des autres? Qu'est-ce qu'on fait là, chacun? C'est quoi les dispositifs qui permettent de tenir l'ensemble? Et du coup, je m'engage à passer du temps dans ces dispositifs-là, donc les questions d'évaluation, etc. Et c'est quoi les engagements financiers des uns et des autres dans ce bazar, à l'état où on est capable de les comprendre? Ça veut dire que les conventions, elles sont toujours pour une durée limitée, et elles sont remises en question et rediscutées régulièrement. Voilà, donc on écrit quand même. Et donc les conventions de coopération, on appelle ça comme ça, elles évoluent au fil du temps, justement. Mais effectivement, on écrit au fur et à mesure que l'on avance. Et Baobab est signataire de cette convention. Comme toutes les autres parties prenantes. Absolument. Moi, je me demandais, c'est un modèle qui nécessite beaucoup de parties prenantes. Et est-ce que vous avez du recul sur, est-ce que plus il y a de maillons dans la chaîne, plus le modèle est résilient, ou au contraire, est-ce que ça crée de la fragilité? Est-ce que, parce que vous avez parlé d'acteurs qui partaient et qui revenaient, est-ce que le fait qu'il y ait un acteur qui parte, ça crée une fragilité sur le modèle de coopération? C'est pas tant une quantité de parties prenantes, je crois. C'est plutôt une diversité de parties prenantes, une diversité de profils. Enfin, on voit bien que, justement, en fait, il y a une entreprise là-dedans qui est passée par, en gros, une étape qui l'a fortement fragilisée.
Et cette entreprise-là, on s'est mis autour de la table en disant, mais comment est-ce qu'on peut faire pour la soutenir? Comment est-ce qu'on peut faire? Voilà. Et donc là, on a commencé à mutualiser les moyens. Et là, on voit qu'en fait, la diversité de ce que chacun peut faire, et de ses réseaux, bah, ça crée quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire. On aurait pu pour beau être 10 ou enfin je sais pas. Voilà, je suis pas sûr que ce soit une question de nombre de parties prenantes qui crée la résilience, mais peut-être, là parce que j'ai pas non plus un recul de 20 ans sur ça, peut-être plutôt une diversité d'acteurs. Voilà, là il y a des citoyens, un endroit, un établissement hôtelier, un établissement d'enseignement, une PME, une structure de l'ESS, un jeune entrepreneur. Bon, ça a permis ça en tout cas. Ok. Donc ça se fait plutôt à tâtons finalement, c'est du bouche à oreille, on se rend compte qu'on peut développer ça en plus et en plus et en plus, et d'être davantage vertueux dans le fonctionnement, alors qu'au démarrage on pensait juste partir sur des oranges bio par exemple, et puis finalement c'est en couple, on peut les faire sécher, etc. C'est ça en fait, c'est une démarche un peu plus par expérience. C'est pas uniquement la vertu, au sens écologique du terme. C'est aussi la performance d'usage qu'on augmente. C'est-à-dire, à travers cette action-là, on augmente notre capacité à produire des effets favorables pour le territoire. Pour un exemple, on sèche plus et on broie plus les écorces maintenant. Alors, on vous fait passer les épisodes intermédiaires. Maintenant, on fait macérer les écorces d'orange. Le problème, c'est que ça produit un déchet. Une fois que le macérat il est réalisé, on se retrouve avec ce truc-là. Donc on a une externalité négative de notre bazar, produit un déchet. Et on discute avec l'IUT, et le prof de l'IUT, il dit mais dans le cycle de formation des étudiants, il y a un cycle, il y a un temps de formation sur la distillation, le distillat. On va distiller. Alors, et ça marche si on peut distiller notre résidu de macération, on peut le distiller. Donc on va distiller ça. Jusqu'à présent, ils achetaient des produits à distiller et ils jetaient l'huile essentielle qu'ils fabriquaient. Parce que c'est fait pour l'exercice, quoi. Eux, ils vont maintenant distiller nos déchets et on va récupérer l'huile essentielle qu'ils fabriquent pour la rajouter et parfumer le produit de nettoyage. C'est pas juste parfumer, c'est ajouter des agents antimicrobiens à travers l'huile essentielle. C'est-à-dire qu'on vient renforcer ou du moins ajouter une possibilité d'usage du produit. Et pour aller un petit peu plus loin, cette expérience-là de voir distiller à partir de ce reste de macérat nécessite à l'IUT une installation de taille un peu plus grande pour que les élèves produisent. Voilà. Enfin, en tout cas, nous, on risque d'avoir besoin d'un certain nombre d'huiles essentielles. Là, on commence à discuter avec l'IUT pour qu'on investisse ensemble entre l'IUT et notre collectif dans une installation qui serait dans l'IUT pour les élèves, mais dont on bénéficierait, nous, de l'huile essentielle. Voilà. Donc, on voit que ça va créer peut-être des choses, mais ça, c'est impossible à écrire à l'avance, quoi. Impossible. Merci beaucoup et bravo pour ça, parce que même s'il n'y a pas encore les bouteilles, c'est génial. C'est super motivant. Moi, ma question, j'ai vu les petits logos en bas là, et j'ai bien compris que du coup c'était une démarche qui est organique, qui se faisait au fur et à mesure et qui embarquait les gens au fur et à mesure. Et du coup, je me demande comment on fait pour embarquer les institutionnels dans des projets comme ça. Par expérience, c'est pas simple, et éventuellement les collectivités, mais voilà, pour avoir ces acteurs-là qui rentrent dans la boucle alors qu'on ne sait pas ce que ça va donner à la fin, et même c'est aussi difficile de mesurer des choses très concrètes à leur produire derrière. Si je peux me permettre de compléter la question, il y a un certain nombre de co-bénéfices qui devraient être, qui ne vont pas intéresser directement le client final qui bénéficie du service de ménage, et qui vont intéresser la collectivité locale, voire nationale, les structures d'emploi, etc. Est-ce que ce serait intéressant de savoir si c'est quand même des éléments de discussion, est-ce que ça peut être source d'avantages financiers ou non, enfin, quelque chose qui est une reconnaissance, on va dire, de la part des pouvoirs publics, des co-bénéfices qui sont générés par cette démarche-là, qui vont arriver, plutôt sur le long terme au final, qui sont
pas être vraiment financier court-termiste, etc. Mais voilà. En fait, là, effectivement, il y a le logo de l'ADEME, il y a le logo de la région Pays de la Loire. Effectivement, c'est des financeurs assez importants pour nous, pour ce projet-là aussi, en particulier. C'est la région Pays de la Loire. Bah, en fait, comment dire, on embarque, enfin, l'ADEME, ils savent ce que c'est que l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, ils savent ce que c'est, du moins certaines personnes au sein de l'ADEME, ce que c'est qu'un écosystème coopératif territorialisé. Donc, bon, et quelque part, nous, on est rémunéré par l'ADEME, en fait, pour pouvoir expérimenter cette façon d'entreprendre. Donc ça, c'est assez facile. Je dirais pas que c'est facile, mais enfin, voilà, ça se fait assez naturellement, possiblement. Après, pour des acteurs un peu plus type le développement économique de la région ou de la communauté d'agglo, de ci ou de ça, là c'est plus délicat. En fait, la difficulté qu'on rencontre, c'est que on n'est pas dans une même manière de penser. Parce qu'en fait, ce que propose l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, c'est notre manière de penser. Et on risque de se parler puis de passer l'un à côté de l'autre et de jamais se rencontrer. Parce qu'en plus, nos interlocuteurs, souvent, manquent de temps. Et là, on voit bien qu'en fait, il faut qu'on passe du temps pour comprendre ce qu'on fait. Enfin, moi, je peux vous le pitcher en une minute, hein, mais on va rien attraper de ce qui est essentiel. On va passer à côté des choses importantes, quand même. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi avoir un interlocuteur qui soit... nous, il faut qu'on soit dans une posture d'aller rejoindre cet interlocuteur, mais il faut aussi qu'il ait envie de rejoindre cette façon de penser et d'entendre ce que ça produit. On n'a pas les réponses à tout, il y a des choses qui ne sont pas réglées, ok, mais ça fait partie aussi de ce travail d'expérimenter, en tout cas. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Si, non, mais puis ça rejoint un petit peu l'autre question, hein, mais c'est vrai que pour avoir travaillé sur un projet un peu similaire à Concarneau avec le Low-Tech Lab, on était sur un petit peu ces logiques-là, et ce qu'on a beaucoup de mal à expliquer à l'ADEME, notamment, sans les citer, c'est justement ce que tu disais sur le fait que ça génère de la joie et que tout le monde était super motivé par le projet, même si c'est un petit projet au départ, sur un petit territoire avec quelques acteurs, qui ne va pas révolutionner le territoire, mais qui lance quelque chose, qui démarre quelque chose, effectivement, qui va peut-être émerger sur quelque chose de beaucoup plus grand. Mais ce que nous demandait l'ADEME, c'était l'impact écologique en termes de gaz à effet de serre, le nombre d'emplois générés, enfin voilà, des choses très concrètes. Et qui étaient peut-être mesurables, mais qui étaient rien sur le petit projet qu'on avait lancé. Par contre, on avait généré un truc super et les gens étaient hyper motivés pour le faire. Et c'est ça qui est compliqué, je trouve, pour embarquer les institutions. Donc il y a des interlocuteurs, il y en a, je pense, dans ces structures-là qui sont motivés et qui sont prêts à tester les trucs, c'est super. Et c'est pas toujours le cas. Non. On en reparlera peut-être un peu après aussi dans le deuxième exemple qu'on développera, suivant d'où on est comme organisme d'intermédiation. On va pouvoir amener des acteurs différents aussi. On pourra reparler de la collectivité tout à l'heure. Je sais pas ce que... Non, mais... Déjà, merci pour votre présentation. Je me demandais si, comme point de départ, vous pensez qu'il faut absolument avoir un besoin d'un produit ou d'un service, comme là vous avez pris le point initial du produit écologique, ou est-ce que selon vous, et peut-être que vous avez des exemples dans les autres écosystèmes dont vous avez parlé, ou est-ce qu'on pourrait avoir juste des acteurs qui se rencontrent et essayer de faire émerger les besoins et les services mutuels qui peuvent s'apporter. Alors, encore de ma petite expérience, c'est pas c'est pas tant de mettre des gens autour de même table il faut qu'il y ait peut-être une attention qui soit portée avant. C'est ce que j'ai expliqué dans la diapo d'avant là. Je sais pas si ça va marcher. À un moment donné, sur la base de ce qu'on a compris de ce qui se jouait dans ce projet-là, de ce que potentiellement pouvait se jouer, on n'a pas mis, le premier venu. Non, on a cherché à comprendre qui pouvait tenir une partie du truc, etc. Autrement dit, il y a un truc qui se passe là, assez silencieux, mais c'est bien de comprendre. Je vais faire une rencontre, je vais rencontrer un tel là-bas, ils vont me dire « Ah ouais, en fait, c'est ça qui se joue chez lui. » À l'IUT, par exemple, ils ont des problèmes de maintenance
de leurs installations. Bah, pour moi, ça c'est un enjeu. Peut-être qu'un jour, je vais rencontrer quelqu'un qui va peut-être rejoindre le collectif, j'en ai aucune idée. Donc c'est plutôt une attention à la manière, c'est peut-être une manière d'écouter chacun. Et puis à un moment donné, il y a des choses là qui vont se révéler, qui vont pas se révéler comme ça immédiatement. C'est pas parce que je te demande à toi c'est quoi tes enjeux que tu vas pouvoir les dire. Voilà. Donc il y a une espèce de truc qui est un peu ben là, moi, comme ça, je le formulerais en disant, bah, c'est peut-être une manière d'écouter et de capter des choses. Donc, il y a eu d'autres écosystèmes. En fait, c'est venu, je rencontre un cuisinier qui me fait part de ses enjeux, je rencontre une structure qui travaille dans la précarité alimentaire. Je me dis, il faut qu'il se parle, il y a un truc. Et puis, bah, on tente, il se parle. Puis, en fait, aujourd'hui, c'est devenu un écosystème. Il y a un bailleur social qui a un projet de réemploi de mobilier et je rencontre quelqu'un qui fait du nettoyage, mais pour nettoyer les maisons, il a besoin de débarrasser des meubles, il se retrouve avec des meubles à pas savoir quoi en faire, je lui dis bah il y a peut-être un truc à faire ensemble. Et ben c'est devenu un écosystème coopératif. C'est-à-dire que c'est pas écrit à l'avance, mais par contre, ça nécessite d'avoir une connaissance. C'est pour ça que l'échelle du bassin de vie de Saint-Nazaire, elle est pas mal, parce qu'on peut pas connaître la France entière, mais connaître voilà, ce qui se fait à l'échelle d'un bassin de vie, comprendre ce qui se joue chez chacun, et tenter des connexions et voir ce que ça peut produire. Voilà. Je vais rajouter un truc là-dessus, c'est que le FC est au service d'un projet politique de transition. C'est pas un soutien au développement d'un nouveau business model de je ne sais quelle perspective strictement économique. Quand j'ai dit tout à l'heure, il faut que ça change, ce qu'il faut qu'il change, cette question de l'articulation des enjeux. Qu'en fait, on se mobilise sur la base de l'émergence d'un sujet qui est en lien avec cette perspective-là. Si l'enjeu de Vincent, de l'entreprise de nettoyage, ça avait été de dire je viens vous voir parce que je vais multiplier par 3 la rentabilité de ma structure, c'est pas nous, on n'est pas capable de l'aider à faire ça. C'est pas là-dessus. Donc il y a bien un problème au départ qu'on peut relier avec une ambition politique. Et en fait, le projet partagé, ce qui relie le fil qui tisse le lien entre les acteurs, c'est cette question plutôt politique. Alors, c'est pas affiché comme ça, c'est pas un slogan d'un parti, on n'est pas candidat aux élections municipales à venir, mais on a bien un point de vue politique sur c'est quoi le développement territorial. Et ce point de vue, on le partage sur la base de l'expérience et de la mise au travail des uns et des autres avec des acteurs du territoire. Et ça n'avance que si c'est partagé avec des acteurs du territoire. Si on a encore le temps. Ah oui, oui. En rebond justement à ce que tu viens de dire, je me posais la question donc, sur le pacte coopératif. Il a dit il est vraiment autour du système de coopération. C'est pas le produit en lui-même qui est l'objectif final, c'est de mettre en place voilà, cet écosystème à plusieurs, grâce à un catalyseur quand même hein, qu'il faut, qui a des oreilles, qui a écouté parfois les attentes de chacun, qui est capable après voilà, de mettre en place tout ça. Et je me posais du coup, est-ce que fondamentalement, implicitement, est-ce que la mise en place de ce système qui en fait joue une sorte d'autonomie à l'échelle locale, on va essayer de faire un produit un peu par nous-mêmes en l'occurrence, même s'il y a un produit qui vient d'Espagne, enfin, est-ce que ça joue dans l'idée de la suffisance et donc effectivement de ne pas partir dans un développement économique parce que le patron de l'entreprise de nettoyage, peut-être que dans 2 ans, vous allez faire un super produit qui coûte pas cher et il va se dire, en fait, je change mon activité, je vais vendre ce produit-là partout dans le monde. J'exagère bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que ce que vous montez là, comme tu l'as dit là un peu, est-ce que c'est par principe en fait cantonné, au bon sens du terme, à l'échelle territoriale et donc entre guillemets, c'est une sorte de modèle économique sobre qui fait qu'on ne va pas tomber dans ce travers de vouloir se développer à tout prix, peut-être pas mondialement, mais au moins nationalement. C'est toujours la même question de quelles externalités on fabrique ou produit en faisant ce développement économique. Pour le dire autrement, la commercialisation mondiale de ce produit, pour moi, ça ne veut pas dire que c'est le diable. Par contre, ça pose un sacré paquet de problèmes, d'externalités négatives potentielles. Et là, il faut qu'on discute. On le fait pas, à quelles conditions c'est possible, qu'est-ce qu'on expérimente. Il faut tenir cette question
de la prise en charge des effets. Et c'est le premier truc. Le deuxième truc quand même, c'est que le FC, ça cherche aussi à proposer une façon de faire économie dans une période où on commence à vivre, et on fait l'hypothèse qu'on va en vivre de plus en plus, des effondrements partiels. Des problèmes de rupture d'approvisionnement, des problèmes d'eau, des problèmes de... Et que c'est sûr que si on est archi dépendant de matières qui arrivent de l'autre bout du monde, ou financièrement dépendant d'une activité qui est totalement globalisée, on est en fait hyper fragile. Donc on a tout intérêt à développer des formes de développement économique qui s'appuient quand même sur un périmètre géographique pas trop grand, mais sans qu'il soit complètement déterminé par avance. Ça ne veut pas dire que demain, il n'y a pas une boîte de Nantes ou de Lorient qui vient s'intégrer au truc, parce qu'il y a un enjeu intéressant et que ça nous permet de prendre en charge de nouvelles externalités, positives, négatives. Ça rajoute de la valeur à ce qu'on fait. On ne détermine pas par avance le périmètre. Quand même, ça va poser un problème si au bout d'un moment, on se retrouve à faire des trucs avec la Chine. Bon, mais sans forcément que ça soit pensé avant, je me dis peut-être que la structure même de ce type de montage, l'écosystème coopératif, fait que ça ne peut pas justement déborder. Alors, on est dans une expérience dans les Hauts-de-France, parce que là, on fait un produit de nettoyage, mais on travaille sur d'autres sujets, comme par exemple la question de l'alimentation. Et là, on est rattrapé par des questions de volume. Parce que vous pouvez faire une super belle carotte avec plein de valeurs, et s'il n'y a qu'une seule carotte, ça pose un problème, c'est que même si elle est pleine de valeurs, Elle vaut très cher. d'abord, elle va valoir très cher, et ensuite, elle ne va pas nourrir tout le monde. Donc, on est bien rattrapé par des questions de volume. Donc, on est dans un projet dans les Hauts-de-France où on essaye de penser un écosystème d'écosystèmes. C'est-à-dire comment, sur une échelle géographique plus grande, on arrive à créer des coopérations entre des territoires capables de se soutenir dans une perspective de lutte contre la précarité alimentaire et de résilience alimentaire, de sécurité alimentaire des territoires. Ils sont inondés 3 fois par an. La production maraîchère, c'est un problème dans certaines zones parce qu'il y a de la flotte partout. Ça va continuer. Comment on crée des solidarités, des formes de coopération territoriale, pas des dépendances, hein, pas de l'assistance. Donc, du coup, qu'est-ce que tu produis si tu ne peux plus produire de légumes? Comment tu viens soutenir le projet et en quoi ça vient complémenter d'autres actions et créer une valeur qu'on peut partager après. Donc ça, on est en train d'expérimenter dans les Hauts-de-France, du coup sur un périmètre beaucoup plus large. C'est intéressant parce qu'on pourrait avoir une tendance facile à dire, sous couvert de sobriété, il faudrait que des petites entreprises, par exemple. Et en fait, on ne peut pas répondre à tous les enjeux forcément comme ça. Donc, c'est intéressant de voir qu'on peut bâtir peut-être des écosystèmes d'écosystèmes. Voilà. Mais merci. Voilà, à réagir là-dessus, moi, ce qui me viendrait spontanément, peut-être en alternative, c'est. Enfin, ce qui me viendrait spontanément en alternative, ça pourrait être cet écosystème-là, cette alliance, enfin, je sais pas, dépose ou ne dépose pas d'ailleurs la propriété intellectuelle de la recette, ou enfin la recette du gaz chimique, mais aussi la recette de comment on construit un écosystème pour répondre à ça et pouvoir ensuite dupliquer ça en fait dans d'autres zones sans avoir besoin, je dirais, de financer des usines pour produire des millions de litres. Voilà, ça peut être, je pense que ça pourrait être une alternative qui resterait dans l'esprit, on va dire, de l'EFC. Voilà. Ouais. Enfin, c'était juste c'est pas vraiment une question, c'est pas un commentaire. Ouais. J'avais 2 questions qui me venaient. Donc, tu as dit de toute façon, là, pour moi, il y a pas, c'est pas en place encore, le produit n'est pas produit. Alors, pour le moment. Ouais, je peux en dire un mot de là où on en est. Oui. Enfin, il a été déjà expérimenté au moins chez les clients ou pas? Alors oui, parce que en fait, l'entreprise de nettoyage là, ouais, elle a déjà testé des produits. Ouais. Faits par les élèves du lycée, puis ensuite c'est passé entre les mains de l'IUT, on a changé la formulation et effectivement on a retesté, etc. Donc on a bien des bouteilles de produits. Voilà. Actuellement, l'entrepreneur qui avait pour mission au départ de trouver un système de séchage et de broyage low-tech, aujourd'hui, il est en train de réfléchir il est en train en ce moment même là, de développer une petite ligne de production low-tech
qui va broyer, préparer les peaux d'orange en fait, les faire macérer par fût de 200 litres. Et ces fûts de 200 litres, on les met ensuite à disposition de Facility et puis de tous ceux qui veulent, enfin, voilà, qui en auront besoin. Et ça, c'est actuellement cette installation. Le projet, c'est de l'installer dans une entreprise à but d'emploi d'un quartier de Saint-Nazaire, voilà, qui va développer, en tout cas, on l'espère, les CDI quoi, sur la base de la fabrication nécessaire à ça. Voilà, enfin, je sais pas si. Ouais, alors, Ouais. ça c'était Ouais. pour me cadrer. L'actualisation. Mes deux questions que j'avais, c'était au niveau justement de ces entreprises, enfin vos clients, enfin le client final du service de nettoyage. Est-ce que déjà, à quel point ils ont montré déjà une sensibilité parce que je suppose que ça, en soi, ça va pas, enfin, c'est pas encore en termes de coût, c'est pas encore budgétisé si ça va beaucoup changer par rapport aux produits des batchs. Est-ce que déjà ils sont sensibles, on va dire, quand même à la démarche dans le sens où peut-être qu'ils vont vouloir se dire, moi j'ai envie une fois que ça sera industrialisé en quelque sorte, je suis prêt à m'engager avec vous sur un certain temps avec ce produit, même si potentiellement c'est un peu plus cher parce que la démarche me plaît et que en tant que, voilà, je prends ma casquette aussi, je traite les achats dans mon association. Dans ma démarche d'achat responsable, ça m'intéresse de vous avoir comme fournisseur. Et, Fournisseur de quoi? de services, de prestations, De prestation de quoi? de nettoyage. Ok. Parce qu'en fait, on va pas vendre une prestation de nettoyage, on va pas vendre des produits de nettoyage. D'accord. On vend pas ça. Donc déjà, il va falloir qu'on rencontre l'acheteur en question et qu'on lui explique que on va lui parler de ça, mais on va pas lui vendre des litres de produits de nettoyage. On va lui poser la question quelles dépenses il serait prêt à faire pour soutenir notre dispositif, qui en contrepartie va lui mettre à disposition des produits de nettoyage. Et du coup, ça change la manière de discuter. Cette entreprise-là qui fait du nettoyage de son quotidien, là où est partie l'idée, on a appris il n'y a pas très longtemps qu'en fait, ces coûts de prestation, alors là, dans la logique très classique, sont 20% plus élevés que la moyenne des autres entreprises qui font du nettoyage. 20% de plus. Et en fait, l'explication, c'est que en fait, c'est une entreprise qui semble être alignée avec ses valeurs. C'est-à-dire que les horaires de travail des personnes sont pensés avec leurs clients, leurs bénéficiaires, parce qu'ils ne veulent pas être une entreprise dont les salariés ont des horaires tronçonnés. Non, ils veulent prendre en charge le bien-être de leurs salariés. C'est pas juste une formule. Ils cherchent vraiment à le tenir. Et ça doit passer par une discussion, un engagement de la part du client qui lui s'engage effectivement à prendre. Et puis ça a un coût un peu plus élevé. Il se trouve que les 650, 800 clients qu'ils ont, ils sont prêts à faire cet effort-là. Et la question qu'on se dit, c'est alors s'ils sont prêts à faire cet effort-là, est-ce qu'ils seraient prêts aussi à participer à ce dispositif, à soutenir ce dispositif? Combien ils seraient prêts à dépenser chaque mois, et avec cette enveloppe globale, qu'est-ce qu'on peut faire nous, en prenant en compte leurs besoins de nettoyage, voilà. C'est ce pari-là qu'on fait, mais on se reparle dans un an. Bien dire un tout petit mot là-dessus, parce que les 20% au-dessus du prix moyen des autres entreprises de nettoyage, on peut se dire, soit super du bol, ils sont sur une niche. En réalité, ce qu'il explique, c'est qu'en fait, ils sont exactement dans cette logique-là. Autrement dit, il y a des gens qui font de l'EFC sans nous avoir attendus. Et en réalité, ils ne vendent pas des heures de ménage, ils vendent un service. Ça veut dire que, par exemple, ils proposent à ses clients du nettoyage en journée. Et le nettoyage en journée, quand c'est accepté, d'abord, ça change complètement la relation entre la personne qui fait le ménage et le bénéficiaire. On peut discuter, on pourrait faire, on n'a pas le temps là, mais on pourrait faire un sondage ici de comment chacun d'entre nous définit la propreté de son bureau. Et on verra une énorme diversité de façons de penser la propreté de son bureau. Le fait d'être en contact direct, ça permet d'adapter
l'activité de nettoyage et de trouver un accord avec le bénéficiaire sur qu'est-ce que c'est que le bureau propre. Ça permet de réguler les retards, les trucs comme ça, parce qu'on va s'accorder sur le fait qu'il y a des tâches qui sont indispensables à faire à chaque passage, puis il y a des choses qu'on peut faire une fois sur deux, et il y a des choses qui étaient prévues ce jour-là, et c'est pas grave si on les fait la fois prochaine. Et ça donne une souplesse d'organisation qui fait que quand il y a un absent dans l'équipe, bah, c'est beaucoup plus facile d'assurer le service chez les autres clients que dans des autres entreprises où le planning, il est organisé par avance, et quand il y a un trou, bah, il y a un trou, et les gens ne sont pas satisfaits, le client n'est pas content parce que les gens ne sont pas passés. Ça permet aussi de discuter avec les clients des priorisations d'activités. Donc, il y a des entreprises, des secteurs où le passage de l'agent de propreté est absolument indispensable parce que ça fait partie du cahier des charges de la structure elle-même. Donc là, si ça passe pas, ça compromet la performance économique de la structure. C'est pas le cas de tous les bureaux. Donc c'est ce travail-là de servicialisation de leur activité de nettoyage qu'ils ont fait et qui justifie les 20% supplémentaires. Mais on a tort de dire que ça coûte 20% de plus que les autres, parce qu'en réalité, ils ne sont pas dans le marché. Ce qu'ils font n'est pas la même chose que les entreprises de propreté. Et les clients, ils n'achètent pas la même chose que s'ils faisaient appel à une entreprise de propreté. Ce point-là, il est vraiment très important, parce que sinon, on est en train de se dire, tout ça, c'est bien gentil, mais ça coûtera forcément beaucoup plus cher qu'autre chose. C'est pas vrai, ça se discute. Et surtout, ça pose la question de quoi qu'est-ce qu'on compare, quoi. Qu'est-ce qu'on met l'un en face de l'autre. J'aime beaucoup, pour reprendre un vieux concept de marketing, c'est on est très océan bleu en fait, et c'est-à-dire que océan rouge c'était un peu dans la compétition pure et dure avec des petits trucs incrémentaux, et là on a un truc, on sort de la logique qui est habituelle, sans que ça veut dire qu'on cherche à un truc surperformant. On peut entendre d'habitude, donc je trouve ça super intéressant. Et la performance n'est pas au même endroit, c'est plutôt ça. Hein. Parce qu'il a le souci de la performance vis-à-vis de ses clients. Moi, l'idée de dire le contraire. Et dernière question, donc, en fait, mon association, c'est que des grandes entreprises, donc un peu par curiosité, est-ce que vous avez déjà eu des marques de curiosité de grands groupes implantés localement sur ce projet? Parce qu'en soi, sur tout le processus par rapport aux déchets, par rapport à la transformation, on pourrait trouver facilement des grands groupes français qui sont chez nous, par exemple, qui pourraient accompagner ça. Donc ça m'intéresserait juste de savoir si vous avez déjà été approché par eux ou pas encore. Non. Non, pas du tout. Mais en fait, si, pardon. Enfin, si. Comment? Si. Si. L'association d'Airbus, Total, etc. Ah oui, c'est pas ça que je pensais. Moi, je pensais à l'hôtel Ibis, mais... Alors, vas-y. Non, mais parce que je n'ai pas la même idée que toi. Vas-y. Je n'en ferai rien. Sur le bassin de Saint-Nazaire, il y a quand même quelques gros. Oui. Ah oui. Entre les chantiers de l'Atlantique, Total Énergie avec la raffinerie de Donge et Airbus, il y a des grosses structures. Ces grosses structures, elles ne changent pas leur modèle économique. En revanche, elles se soucient de qu'est-ce qui se passe sur leur territoire et dans quelle mesure elles continuent à être en capacité de produire dans leur modèle économique sur le territoire. Et elles sont susceptibles de soutenir des projets qui essayent de rendre le territoire résilient. On peut discuter avec elles. Je vais vous proposer. Alors, on s'est un peu planté dans les horaires, donc on va s'adapter. Ah mince. Je vais vous le faire en mode hyper efficace. Mince. C'est ma faute, hein, j'ai mal compris les consignes. Donc, On on va finir pour tout vous dire, on va finir dans un quart d'heure, pour que vous puissiez avoir un quart d'heure de pause et qu'on aille faire la dernière table ronde tous ensemble. Moi, ce que je voulais vous raconter, c'était ce qu'Aloen essaye de faire sur le territoire pour accompagner les entreprises. Donc, ça fait 10 ans qu'on accompagne les entreprises à l'origine pour les aider à faire des économies d'énergie et à développer les énergies renouvelables.
Notre impact est quand même très limité, où on va dire qu'on est sur des one-shot réguliers qui n'engagent pas une vraie dynamique derrière. Il y a des bâtiments qui sont rénovés, il y a des énergies renouvelables qui sont développées, ça ok, on coche les cases du programme SAR, service d'accompagnement à la rénovation énergétique, qu'on appelle maintenant le pacte entreprise. Tout ça, on coche ce que nos financeurs nous demandent, mais on n'a pas vraiment l'impression d'enclencher une évolution durable et notable des entreprises de notre territoire. Parallèlement à ça, on s'est un peu spécialisé dans l'agence sur ce qu'on appelle, nous, de la facilitation de territoire et sur la création de partenariats. Alors, je vais rebondir sur la question de est-ce qu'on peut d'abord rassembler des acteurs et puis après on voit ce qu'on peut faire. Bon, ben, en vrai, nous, c'est ce qu'on fait depuis 15 ans. Et c'est là où c'était chouette de rencontrer l'EFC, parce que je pense qu'on a créé un terreau sur notre territoire qui devrait nous faciliter la dynamique, la trajectoire EFC qu'on va amener. Et donc, ce qu'on a développé avec la région Bretagne, on a réussi à aller trouver un financement pour un mi-temps et 10% de montant à mois pour essayer de renforcer ce que moi je croyais être de la coopération. Et là, je vais être obligée de dire, comme il y a le professeur, de la collaboration, ou peut-être qu'on est plutôt dans de la coordination d'acteurs, mais au moins on a ce terreau-là. Donc aujourd'hui, on est financé pendant 2 ans par la région Bretagne pour réunir les acteurs locaux de l'appui aux entreprises. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on travaille ensemble, l'Agence locale de l'énergie, l'Agence de développement économique de l'Agglo, la CCI, la CMA, le pôle économique, social et solidaire du territoire, le jardin de Cocagne. J'avais les logos, bref, on est une bonne dizaine d'acteurs, et un peu comme ce qu'on disait, on est une dizaine d'acteurs à se réunir tous les 2 mois, Yann? Tous les 2 mois, avec un taux de participation hyper élevé, où les gens sont contents, ils reviennent. Alors nous, on a une production pour l'instant. Donc déjà, la première chose, c'est qu'on a réussi à faire comprendre et adhérer la région au fait que ce rôle de mise en relation, de création de la confiance, de l'interconnaissance, ben en fait, ça peut être financé par des fonds publics parce que ça va être bénéfique pour le territoire. Et là où on est content, je vais aller direct au bout pour que tu puisses compléter et dire là où j'ai mal dit les choses, c'est que, ou non, compléter, théoriser plus et mieux conceptualiser tout ça, c'est que grâce à ça, là, en début 2025, à nouveau, toutes les conditions de financement des accompagnateurs des entreprises à la rénovation énergétique ont changé. C'est un nouveau programme qui est mis en place, c'est un nouveau programme géré par l'ADEME. L'ADEME devait reprendre un programme C2E, ça a été très compliqué. On les a accompagnés pour expliquer ce que c'est que de l'appui aux entreprises et surtout ce que c'est de l'appui avec différentes structures qui œuvrent depuis 20 ans sur le territoire, et on a besoin de toutes ces structures-là. Donc, l'ADEME nationale a fait paraître son appel à manifestation d'intérêt, et la région Bretagne, en quelques semaines, a pu produire une réponse concertée, Chambre régionale du commerce et d'industrie, Chambre régionale des métiers, Chambre régionale de l'ESS, l'organisation des agences locales de l'énergie bretonne. On a fait une réponse concertée où on fait une seule réponse et chacun va agir très clairement. On s'est réparti des territoires, des missions, des types d'entreprises, et donc la région Bretagne répond à un AMI qui va couvrir tout le territoire, et tous les acteurs qui œuvraient jusque-là vont être représentés. Donc là, au début, on est juste... Déjà, c'est chouette, parce que normalement, ça devrait passer et personne ne devrait évincer personne, et on continue à bosser ensemble et à apporter ce que chacun peut apporter. Et ce que j'espère, c'est que l'étape d'après, parce qu'on peut être sûr que dans 1 an et demi au pire, dans 3 ans au mieux, cette mission-là, elle est remise en cause par les pouvoirs publics, c'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne depuis tout le temps, et que nous, on va pouvoir d'ici là construire une solution intégrée à nous tous les acteurs là, pour pouvoir proposer
via un appel à manifestation d'intérêt inversé, a proposé à notre financeur national, eh bien voilà comment on se propose d'accompagner les entreprises dans la transition énergétique, écologique et qui sait peut-être économique en Bretagne. Voilà ce qu'on voulait vous présenter en un petit peu raccourci. Et peut-être ma conclusion, c'est de dire que le point commun là entre nos deux expériences, donc moi je dirais que Baobab, c'est vraiment un organisme d'intermédiation plutôt pour des acteurs privés. Et donc, moi ma question c'est est-ce qu'on a des modes de financement différents de notre rôle suivant les acteurs qui forment une solution intégrée? Parce que nous, dans notre activité, on fait des activités d'intérêt général à but non lucratif. N'empêche qu'il y a besoin quand même qu'on construise des solutions intégrées entre différents acteurs sur ce secteur-là aussi. Donc c'est là où j'en étais moi dans mes réflexions. Est-ce qu'il y a des catalyseurs d'offres privées et est-ce qu'il y a des catalyseurs d'offres publiques? Voilà. C'est ta question. Ouais. Tu as le droit de répondre à côté. Non, je pense que là, la caractéristique de ce qu'on est en train de faire pose des questions d'hybridation de financement. Il faut qu'on trouve des façons de financer nos actions qui sont à multi-enjeux, donc à multi-acteurs, de manière hybridée, donc avec un mélange. Alors ça a plusieurs enjeux, d'abord, ça a l'enjeu de consolider et de solidifier les actions, parce que quand on est financé par un seul financeur, qu'il soit privé, public, marchand ou pas, on est quand même très fragile. Et on le vit tous d'une manière ou d'une autre. Donc on a tout intérêt à hybrider. Et ça va poser des questions nouvelles d'organisation, ça aussi, parce que vos financeurs, ils acceptent de vous financer. Je fais pas de distinction la public-privé pour l'instant. Vos financeurs acceptent de vous financer sous réserve qu'ils reconnaissent qu'il y a effectivement une valeur que vous créez et qui les intéresse. Ce point est très important. C'est pas parce que je pense que je rends service à quelqu'un que ce service il est effectif et qu'il compte pour celui à qui je pense le rendre. Donc ça nous engage à développer d'abord, c'est bon, pas plus, ça nous engage à développer des dispositifs de dialogue et de co-construction de la valeur de ce qu'on fait. On a besoin de vérifier avec l'autre que ce qu'on fait a bien une valeur pour lui, et après on peut discuter de sa transcription, de sa traduction financière. Et là, il va y avoir d'autres paramètres qui vont rentrer en ligne de compte, sa capacité financière à lui, ses orientations stratégiques, politiques, etc. Enfin, il va y avoir plein d'autres facteurs qui vont peser sur la somme finale qui va être mise au pot. Il y a quand même une première étape qui est est-ce qu'on est d'accord que la valeur, elle est créée pour toi, que tu en as effectivement besoin et qu'il y a un intérêt pour toi à ce qu'on continue à faire ça. Voilà, je m'arrête là et je termine. Conclusion. Dernière. Non, ouais. Paf. Pub. Vous êtes cordialement invités à venir participer aux universités de l'Institut européen de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération qui va se dérouler à Bordeaux les 20 et 21 novembre et dont le thème est fait pour vous puisqu'il s'agit de l'économie des ressources. Voilà, donc vous trouverez toutes les infos nécessaires sur le site de l'Institut www.ieefc.eu. Ah ben voilà, il était Merci beaucoup. Faut que je fasse une photo pour prouver que j'ai bien...